Benvenute e benvenuti a questo incontro che a me fa particolarmente piacere. 2 anni fa, Biennale Democrazia, insieme all'Università di Torino, ospitava proprio in questa aula una lezione di Jean-François Bayard, che è oggi qui con noi, sull'Iran, nel quadro della carovana per la libertà scientifica organizzata in giro per l'Europa per sostenere Faribad el-Kha, detenuta nel carcere di Evin a Teheran per 4 anni. Faribad el-Kha è stata rilasciata, è tornata a Parigi e ha scritto un libro bellissimo che vi consiglio a tutti e a tutte, e ci ha fatto il regalo di essere qua oggi a dialogare con Irene Bono della sua esperienza. Ed è per questo che la ringrazio di cuore per essere qua, e che prima di cominciare, prima di lasciare il palco a Faribad el-Kha e Irene Bono, lascio la parola al magnifico rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna, che con Biennale ha seguito queste vicende. Vi ringrazio. Grazie mille, bentrovate a tutti e a tutti. Bello vedere così numerosi in un sabato, riuscire a ritagliarsi il tempo per parlare di un tema che ci è carissimo, e mi faccio miei saluti del collega. Veramente grazie per essere qua. Appunto seguivamo in quegli anni difficili per 1000 motivi anche la sua storia personale, che ci ha toccati tutti, che per fortuna ha avuto un esito positivo, e quindi oggi siamo qui a discutere di cosa c'è dietro a tutto questo. Quindi discutere di libertà soprattutto, libertà e democrazia nell'ambito della scienza, della ricerca. È un ambito che ovviamente riguarda l'università più di altri ambienti, ma riguarda tutti, perché in realtà scienza, cultura, ricerca sono temi, sono ambiti che impattano la vita di tutte e tutti noi tutti i giorni, perché il rischio di cadere nelle censure, nelle situazioni nelle quali si deve o si può dire solo quello che qualcuno decide che sia il pensiero che deve dominare in quel momento particolare di una comunità, è un rischio sempre dietro l'angolo. Noi per fortuna viviamo in un contesto italiano, europeo, che ormai da decenni ha consentito di superare crisi del passato nelle quali tutto questo purtroppo era una realtà. Oggi la libertà sicuramente c'è, sicuramente la difendiamo moltissimo, ma il rischio è sempre dietro l'angolo, e quindi colloquiare con chi ha vissuto sulla propria pelle, mi permetta di dirlo in questo modo, una privazione addirittura della libertà personale, perché si è voluta difendere una propria libertà intellettuale e scientifica, ci insegna molto e sicuramente ci aiuta a essere più attivi e più guardinghi, lasciatemi dire, più reattivi oggi e domani, in un momento in cui sicuramente viviamo nel mondo tante situazioni critiche, e quindi è molto importante poter essere pronti su questi temi. Io sempre dico che la libertà di ricerca della scienza, della cultura, è la libertà delle libertà. Se c'è questa, tutte le altre libertà vengono al seguito. Se invece si comincia a mettere in discussione la libertà nell'espressione del libero pensiero, ovviamente si prende una china molto pericolosa. Quindi grazie mille per l'organizzazione di questo evento, e un benvenuto da padrone di casa grato a tutti voi, a tutte voi, per aver organizzato questo evento e essere presenti con i numerosi per assistere a questo dialogo. Grazie e buon lavoro. Le silence. C'est un destrier, le silence. Dans le désert d'errance, à la recherche de son cavalier, à terre par les morsures du passé, il galope. Et le hennissement de son secours au large du désert souffle un blizzard au cœur des sables, et se lève soudain dans le ciel le tourbillon noir des souvenirs. C'est un désert, le silence, plein de traces et de lignes, des passages, des inévitables,
fugitif, mi-père, mi-chute. Le silence est le remède pour les maux que lui-même produit. Ce n'est pas la distance, le silence, c'est l'affrontement. Douloureux parfois, c'est le point de rencontre avec la vie parfois. C'est une étincelle, le silence. Il souffle la vie sur tout ce qu'elle est. Un mur, le silence, laissé à l'abandon. Il t'enferme et ses décombres portent en lui la nostalgie de la reconstruction. Le silence est l'eau. Il se met en éruption, il t'envahit et te noie. Il est clair, transparent quelquefois, plein de boue et d'ébullition d'autrefois. Il chavire, où il se répand doucement et tendrement et lisse les grossièretés, les ingratitudes. C'est du feu, le silence. Il brûle jusqu'au plus profond de l'être et sans qu'il y ait des flammes, il remue tes cendres pour une autre danse. Silence by Dr. Fariba Adelkar. Silence is a warhorse in the desert of wandering in search of its rider. Laid low by unhealed wounds, it gallops, and its hope-fueled whinny in the wide open desert blows a blizzard through the heart of the sands. And suddenly, the black whirlwind of memories rises in the sky. Silence is a desert filled with marks and lines, passages, inevitable pathways. Fugitive, I lose myself Fariba. in them. Ciao. Silence is the remedy for the very ills it creates. Silence is not distance. it's Sono the flash, molto emozionata sometimes nel painful. dirti bentornata a Torino. Bentornata a Torino perché l'ultima volta che sei stata qui è stato in occasione di un convegno all'Università, al Dipartimento Cultura e Politica Società, tra il 31 gennaio e il 2 febbraio 2019. Ed è stato l'ultimo viaggio all'estero che hai fatto, accettando di fare una breve interruzione della ricerca che stavi realizzando. Una ricerca sul campo che ti impegnava nella provincia di Qom, dove stavi studiando la formazione del clero sciita, e che avevi deciso di interrompere pochi giorni per venire a discutere i paper presentati in un congresso scientifico. E è stata il tuo ultimo breve viaggio fuori dall'Iran prima del tuo arresto, il 5 giugno 2019. E da lì è cominciata una vicenda che potremmo definire kafkiana, una vicenda che ti ha visto prima che ti ha visto privata della tua libertà per 4 anni e mezzo, che hai trascorso per la maggior parte nella prigione di Evin, a Teheran, un luogo simbolo della repressione fin dai tempi dello Shah, senza che siano mai stati mossi contro di te accuse chiare, esplicite, precise. Hai dovuto subire prima l'isolamento, interrogatori continui. Sei stata trasferita nella sezione femminile del carcere di Evin. Hai avuto diritto a un processo assolutamente rocambolesco, una condanna infondata. Sei stata trasferita poi ai domiciliari col braccialetto elettronico. Sei poi stata ritrasferita in carcere perché ti sono stati revocati i domiciliari e sei infine stata graziata, senza che nemmeno le ragioni della grazia fossero più chiare di quelle che erano state le ragioni dell'arresto, senza che ci fosse mai stata precisione, chiarezza, fattori da poter discutere pubblicamente e accuse da cui difendersi precisamente a motivare la tua detenzione, la tua privazione della libertà. Persino alla grazia è seguito qualcosa di rocambolesco. Sei rimasta diversi mesi a Teheran, ma senza documenti per poter viaggiare all'estero, per poter tornare a casa. Ti sei dovuta, come privata cittadina, rimettere a fare una domanda per ottenere un passaporto e finalmente poter uscire dal paese e tornare a casa. Hai preso la parola la prima volta 3 giorni dopo quel 17 ottobre 2023, che è il giorno del tuo ritorno a Parigi,
in un anfiteatro un po' più grande di questo, che è l'anfiteatro di Sciences Po a Parigi, davanti alle autorità, davanti al comitato di sostegno, davanti a tutte le persone che ti avevano sostenuta e che aspettavano di ascoltare la tua voce. E tu hai cantato. Noi sappiamo che il canto delle donne in Iran è vietato, ma la prima domanda che vorrei porti è proprio questa: perché hai cantato? Perché hai scelto di riprendere il dialogo con le persone che ti aspettavano, che volevano parlare con te, che volevano ascoltarti, riprenderlo a partire dal canto? Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je suis vraiment très touchée. Merci pour être là. J'étais toute émue quand on parlait tout à l'heure du soutien de ce comité. Vous étiez nombreux à soutenir, à me soutenir, mais surtout, je crois, soutenir la cause de la liberté scientifique. Un grand merci. Je dis toujours que moi, je savais où j'étais, donc ce que je faisais, comme je faisais rien d'autre, c'était tout à fait normal. Mais pour vous, alors que vous aviez la vie de famille, la vie du professionnel et le Covid, et vous vous mobilisez aussi pour la cause de la liberté scientifique, un grand bravo, chapeau. Et pour revenir maintenant à la question de Irène sur le chant, d'abord parce que je crois qu'une fois que vous êtes arrêté, vous savez qu'il y a beaucoup de murs, vous ne pouvez pas vous échapper. Il y a la voix, elle n'est pas limitée par les murs. Donc, quand vous la lancez, elle va loin. Donc, j'ai commencé très vite à chanter. C'était bien. Comme ça, je m'entendais toute seule. Et cette chanson, en fait, c'était pour me rappeler des gens que j'avais laissés derrière moi, derrière les barreaux. C'était en souvenir de ces liens de chant qui nous rapprochaient. C'était des moments très importants. On se mettait à chanter, je crois aussi pour oublier beaucoup de choses. Pas seulement l'injustice qui s'est abattue un jour contre nous, mais aussi la relation très difficile à l'intérieur de prison entre les prisonniers. Le chant vous permettait à vous évader de plusieurs façons. Donc j'ai d'abord chanté pour me souvenir de ces gens-là derrière les barreaux. Mais j'avais une autre raison, c'était, en fait, j'ai chanté pour contester le fait qu'on utilise le corps de la femme, la voix de la femme, comme un objet politique. Le chant, c'est la revendication de la liberté, tout court, d'une certaine façon. Je crois que c'est pas à vous que j'apprendrai que la voix de la femme était pendant longtemps interdite à l'Église. C'est Verdi au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, n'avait qu'un seul vœu pour son requiem, c'était que les femmes puissent chanter dans le choral de l'Église. Sans doute pour des raisons plus ou moins pareilles que les femmes étaient interdites de chanter dans le choral de l'Église. Bien sûr, les femmes chantaient à l'intérieur en tant que, disons, en tant que chrétiens, mais au choral de l'Église, elles n'avaient pas le droit, elles n'avaient pas l'autorisation. Et il aurait fallu attendre 1950 et quelques. Bien sûr, il y a eu des hauts, des bas, donc elles avaient par moment cette liberté. Mais il fallait attendre 1956, je crois, ou 54, pour que les femmes, elles aient pour de bon, jusqu'à aujourd'hui, l'autorisation de chanter dans le choral de l'Église. Il y avait une condition qui était écrite, c'était à condition qu'elles se tiennent à distance de l'autel. Pour vous dire, c'est pas tellement un monopole de la société iranienne. C'est se rappeler que la liberté, c'est quelque chose, on doit y attacher beaucoup plus d'importance. Une fois qu'on l'a, c'est pas garanti pour la vie et qu'on ne l'avait pas toujours. Donc voilà. Donc j'ai chanté pour contester contre cette façon de mobiliser ou de prendre le corps de la femme comme un objet politique, voilà, de le sous-estimer. Come ricercatrice non puoi accettare che il corpo della donna sia preso come un oggetto politico. Ecco, come ricercatrice in prigione tu ti sei sempre rifiutata di farti definire prigioniera politica, nonostante tu fossi nella sezione di Evin in compagnia delle detenute politiche, delle prigioniere politico-securitarie
la cui varietà è estremamente ampia in questo momento, va da chi contesta il codice di abbigliamento, di come ci si deve vestire, quindi portare o no al velo, alle donne che militano nei movimenti sovversivi. Ci sono diverse sensibilità in tutto questo, ma il range è estremamente ampio di coloro che finiscono sotto la categoria di prigioniere politico-securitarie. Ci sei finita anche tu, ma tu non ti sei mai definita tale. Tu hai sempre rivendicato il fatto che tu fossi una prigioniera scientifica. Che cosa significa essere una prigioniera scientifica? Je crois que tout à l'heure, Monsieur le recteur Stéphane Dion a dit c'est la liberté fondamentale, liberté scientifique. Donc c'est déjà au nom de la liberté fondamentale. Mais on m'avait arrêté, enfin, on ne saurait jamais, c'est le propre de l'autoritarisme, les raisons pour lesquelles j'ai été arrêtée. Mais ce qu'on mettait en avant lors des interrogatoires, c'était évidemment les passages dans mes publications. Quelques-unes étaient vieilles de 30 d'années, donc enfin le réveil était tardif, mais bon, c'était une réveil. Et donc, sur cette base, en fait, parce qu'en plus, je n'étais jamais mobilisée politiquement, je le suis. Ce que je revendique le plus, je suis une chercheuse. Donc, la liberté d'exercer mon métier que je revendiquais. Donc, une chercheuse, c'est une chercheuse, que ce soit en Iran ou en France ou en Italie, c'est exactement pareil. On est des universitaires, on écrit, et par nos écrits sont publiés, et donc on peut naturellement débattre, mais on ne peut pas accuser. On peut naturellement débattre les sujets sur lesquels on travaille, mais on ne peut pas faire la diffamation. Donc c'était les choses qui sont absolument différentes. Débattre les sujets sur lesquels nous travaillons, c'est une chose, mais nous accuser des tentatives telles le renversement ou la sécurité de l'État, c'est tout autre chose. Dans ce cas-là, où s'arrête ce genre d'accusation. Donc très vite, je voyais très bien que je n'avais jamais rien fait je n'avais que, comme je dis souvent, seule arme, c'est notre stylo. Donc j'avais pas été dans des groupes politiques, etc. Donc, et comme effectivement, les interrogatoires touchaient à mon métier en tant que chercheur et à mon université, donc vous pouvez vous imaginer que très vite, c'est devenu ma force, en fait, défendre mon métier et défendre mon université, c'était ce qui me donnait de l'énergie, de force. Donc, et c'est ce qui était très étonnant parce que quand j'ai évidemment eu, après bien quelques mois, des discussions avec Jean-François Bayard, Béatrice Hubou par le téléphone, donc j'ai compris que pour eux aussi, ça allait de soi que j'étais une prisonnière scientifique. Mais je tiens à ce qualificatif pour mon arrestation, parce que pour moi, être prisonnière scientifique, la liberté scientifique a 3 objectifs, et les 3 objectifs ont de l'importance et qui font partie donc de mon combat aujourd'hui. Je n'en avais pas dans le passé, j'en trouve maintenant. Et donc d'abord, il n'y a pas d'histoire sans la recherche. Donc la liberté scientifique, la liberté de recherche, vous n'écrivez pas sans la recherche, quelle qu'il soit. Donc évidemment, je dis que ce n'est pas le monopole des Iraniens d'arrêter des chercheurs et des universitaires. On a les mêmes problèmes en Russie, on a les mêmes problèmes en Chine, dans le pays de Moyen-Orient, en Turquie, mon Dieu. Donc, et je dirais quand même dans nos démocraties, nous ne sommes pas très, très bien munis ces jours-ci pour nous défendre. On voit de plus en plus ces libertés, c'était un acquis pendant longtemps, on n'y pensait vraiment pas, mais on voit très bien que faire une photo aujourd'hui des manifestants des Gilets jaunes à Paris mérite un garde à vous. Donc c'est une photo d'un chercheur, ça pourrait lui poser des ennuis, si vous voulez. Donc voilà, c'est d'abord revendiquer qu'il n'y a pas d'histoire sans la recherche, ça est indispensable. Mais quand je dis recherche, je ne dis pas seulement recherche scientifique, je dis pas seulement recherche en sciences sociales, je dis aussi pour nous, en tant que chercheurs, de respecter la recherche religieuse en sciences religieuses. Alors, ce qui est finalement de moins en moins aujourd'hui accepté, par exemple, dans la société iranienne. Donc, tout a une légitimité, mais la religion, pas du tout, parce que on a une société un peu
qui vit dans la conflictualité avec le régime. Donc, quand je dis recherche, c'est pour tous les sciences. Ensuite, la recherche, c'est le pluralisme. Ça veut dire, à partir de l'endroit où vous êtes et que vous faites la recherche, ça garantit le pluralisme en cinéaste, en photographe, en sciences sociales, en sciences économiques, histoire, et puis sciences religieuses, etc. Et enfin, je reprends un peu la base fondamentale de la recherche scientifique. La liberté scientifique, c'est la liberté. Quand vous sortez de l'école, finalement, vous avez la liberté de choisir votre métier. Si ce métier n'est pas un métier libre, si vous n'êtes pas libre de le choisir, c'est que vous n'avez tout simplement pas la liberté de choisir votre métier. Donc, c'est le fondement même de la liberté. Donc, je tiens dur comme fer un peu à cette revendication de liberté scientifique. Et comme je dis, je n'avais pas un combat. Et aujourd'hui, vraiment, c'est mon combat parce que ça permet aussi de revendiquer cette liberté d'échange avec les universitaires. Sans liberté scientifique, je crois qu'on peut condamner toute forme d'échange avec les universitaires d'autres pays. Or, notre métier, il est basé sur ces échanges, sur ces collaborations entre universitaires, entre pays, nations diverses. Donc voilà, donc je le défends pur. Donc, c'est devenu mon combat aujourd'hui. Le nôtre. Le nôtre, oui. Il nostro. E il modo in cui tu definisci, questo tuo modo di definire la libertà scientifica, mi pare che ci riporti all'importanza di non dare per scontato che cosa sia la verità nelle nostre società, che cosa sia costruire conoscenza che sia vera. Ecco, questo è un punto importante perché le tue testimonianze su Evin, in particolare il libro che hai scritto, che è uscito a novembre 2024 per l'edizione Seuil a Parigi, questo libro attesissimo perché è una testimonianza dall'interno, una testimonianza su un'esperienza di detenzione in un carcere che è spesso raccontato come la scatola nera, l'icona, uno degli emblemi, uno dei luoghi simbolo della repressione della Repubblica Islamica. Ecco, questo libro è stato accolto con un certo disappunto da parte di certi rappresentanti dell'opposizione iraniana in esilio e di una certa parte dell'opinione pubblica che tendenzialmente agisce sostenendo la loro lotta. È stato accolto con un certo disappunto perché aspettavano da te un altro tipo di verità. Ma tu, in questo libro, ci dici che la verità al singolare non esiste e che soprattutto non si può ridurre la libertà, in particolare la verità che cerchiamo di far emergere sui sistemi oppressivi, sulle condizioni di detenzione nei regimi autoritari, non possiamo delegarla a come scriveranno la storia gli oppositori quando riusciranno a fare la rivoluzione. Che cosa significa che non esiste una verità al singolare? Cosa significa che la verità non può essere quella di chi denuncia da vittima di un regime oppressivo le condizioni di oppressione a cui è sottoposta? Oui, en fait, c'est très difficile. Je me souviens quand Cecilia Sala a été arrêtée. Et je suis intervenue parce qu'on m'avait demandé un interview. Et je me suis contentée juste dire, vous savez, on ne peut pas intervenir sur l'ordre politique. Je pense que c'est un moment très difficile pour l'Italie de voir une journaliste italienne arrêtée comme ça. Mais politiquement, on pouvait avoir plusieurs discours. Moi, je n'avais qu'une seule chose à dire, c'était à sa famille. J'avais juste envie de rassurer sa famille. J'avais juste envie de leur dire que, écoutez, elle a de quoi manger, elle a un toit sur la tête, elle dort dans un endroit chaud, plus ou moins doux, et qu'elle a de quoi se laver. Vous savez, quand vous êtes dans la main des autorités politiques, vous n'allez pas, en tout cas, vous n'allez pas vous battre, c'est pour aller contre le courant, c'est très fort. Enfin, cette situation, il n'y a pas de dialogue, quoi. On peut revendiquer des dialogues par la suite, mais on ne peut pas le revendiquer sur place. Donc, moi, je me suis contentée à ça.
de vouloir juste rassurer la famille qui voyait sa chair et tendre arrêtée dans un lieu lointain. On n'avait aucune image de cette lieu. Irena a utilisé le box noir, la boîte noire, en fait. C'est cette boîte noire, donc j'avais envie de dire que bon, il y a le minimum, donc il faut attendre les échanges, etc. Et, si vous voulez, on pouvait reprendre le discours de l'opposition qui fait de cette situation sa propre vérité, qui est regarder ce régime tortionnaire, qui arrête, etc. Ce qui est absolument pas faux. Arrête les gens sans raison, etc. Mais est-ce que ça calmait forcément ses parents, sa famille? Je ne sais pas. En fait, avec cette vérité, ça veut dire ce qui se passe à l'intérieur de prison. Ce que j'essayais de mettre en avant, d'assurer la famille, mais ce que j'essaie aussi à dire, c'est autre chose sur ce lieu, qu'on essaye de mythifier un peu beaucoup. Ça veut dire, on l'enferme dans ce qui était sa réalité dans les années 80 et 90. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de torture, absolument pas, loin de moi de l'idée. Mais je suis en train de dire qu'il y a une autre logique qui se met en place. Cette logique de prisonnier et ses revendications, et le lieu carcéral et les revendications du politique. Ça fait que si vous êtes dans cette dualité de l'oppresseur et victime, ça marche pas. Vous comprenez pas pourquoi ça a duré 45 ans comme ça. Si vous restez dans cette dualité de régime oppresseur, prisonnière, victime, vous comprenez rien de ce qui se passe de ces évolutions. Donc, pour moi, pardonnez-moi, je ne suis qu'un chercheur. Peut-être mon grand défaut devant l'opposant politique, c'est que moi, je n'ai qu'à mon métier. Le métier de chercheur, il a sa boîte d'outils. Ça ne ressemble pas aux boîtes d'outils des opposants. Ça ne le délégitime pas pour autant. Eux, ils veulent renverser pour instaurer un autre ordre. Le chercheur ou la chercheuse que moi j'étais, que je suis, il faut connaître. Si vous voulez, le politique vous préserver, l'opposition vous renverser. Moi, j'avais mon métier qui était essayer de comprendre, essayer de, analyser cette situation et de comprendre ces changements qui ont lieu et que finalement, cette situation qui est quand même la République islamique, il a 45-46 ans, est toujours avec les mêmes hommes. Et essayer de comprendre comment est-ce possible un régime avec autant d'opposition devant et qu'il est aussi fort aujourd'hui que jamais. Est-ce que ça ne tient que par la répression telle qu'on a envie de la présenter? Donc voilà, c'était beaucoup plus, je m'attachais plutôt à mon métier de ça. Donc vérité, ça veut dire il n'y en a pas une de l'opposition devant le régime qui est régime oppresseur, encore une fois, en rien pour la justifier ou légitimer, mais d'échapper à cette dualité qui ne permettait pas de comprendre, parce que finalement, c'est une logique de vouloir renverser, ça en est une autre de vouloir changer. Ça veut dire, le chercheur, il est dans une logique de compréhension pour parler de changement. Mais la logique de renversement parle de changement d'un régime, mais ne parle pas de changement de logique, si vous voulez. Rien ne vous rassure que finalement une opposition qui va remplacer une autre sera mieux. D'ailleurs, ce régime, c'est un régime révolutionnaire contre le régime impérial qui l'a renversé pour ensuite, cette Evin existait sous le Shah d'Iran, c'était pas créé avec la République islamique. Donc, continue sa vie aujourd'hui avec d'autres formes d'incarcération, peut-être d'autres formes de logique, etc. Parce que désormais, on a des royalistes en prison, alors qu'on n'en avait pas dans le passé, parce que les royalistes étaient au pouvoir. Donc, voilà. Et donc, vérité dans ce sens, qu'il n'y en avait pas qu'une seule, et que cette vérité était beaucoup plus complexe, et qu'il fallait l'articuler à cette histoire longue de changement et d'évolution de ce système. Je suis très longue. Ma guarda, quando leggiamo le tue testimonianze, quando ti ascoltiamo, credo che di poter parlare per molti in questa sala, ti leggiamo, ti ascoltiamo con più di un ruolo. Io ti ho letta, ti ho ascoltata, ti ascolto da persona che ti vuole bene, che si è preoccupata per te, che si è mobilitata, che ha avuto paura che tu stessi male. E ti leggo anche da collega.
Ti leggo da studiosa, ti leggo da persona che vede una collega scrivere suo malgrado di un campo di inchiesta, di indagine che le è capitato. Chiunque faccia ricerca sa che alcune volte le ricerche non si scelgono. E la cosa che più è impressionante nel libro di Fariba e nelle sue testimonianze è che lei ci racconta la prigione che lei ha subito, la detenzione che lei si è trovata a vivere, non per averlo evidentemente scelto, quindi di cui si è trovata a essere vittima. Lei riesce a raccontarcelo proponendoci di cambiare logica, di non parlare come le vittime, di non parlare adottando la stessa terminologia, le stesse contrapposizioni, le stesse dicotomie, le stesse categorie di quelle che il discorso dell'opposizione porta avanti. E facendo questo ci poni davanti a un esercizio estremamente creativo di costruzione di nuove definizioni. C'è tutta un'ultima parte del libro in cui c'è una sorta di glossario per ubicarsi sulle diverse categorie di detenute di cui Fariba ci parla, per esempio. Fariba ci racconta dunque di un mondo della prigione in cui non ci sono soltanto gli oppressi, non ci sono soltanto le vittime che stanno cercando di resistere contro l'autoritarismo che le ha sbattute dietro le sbarre, ma ci racconta di una prigione in cui c'è tutta una società chiusa dietro le sbarre, dentro delle mura invalicabili. Non è lì per sua scelta, ma c'è tutta una società, vale a dire c'è una ripartizione di ruoli, ci sono rapporti di potere, ci sono asimmetrie e soprattutto queste asimmetrie non sono soltanto fra oppressore e oppresso, fra aguzzino e detenuto, ma sono anche all'interno delle detenute. Ecco, adesso parlo da studiosa. Chi riflette, chi legge di prigione spesso pensa a Foucault, agli studi sulla nascita dell'istituzione carceraria come un sistema di controllo dell'intera società. Vorrei discutere con te del modo in cui invece tu convochi il rapporto tra prigione e società. Tu ci parli di un contesto nel quale non ci sembra quasi di ritrovare il ragionamento di Foucault per il quale attraverso la prigione, l'esistenza stessa della prigione si controlla la società, ma anche la società ha un certo controllo sulla prigione, o comunque c'è una costante tensione fra il dentro e il fuori, fra quello che si sa fuori, quello che si fa fuori e quello che si fa dentro. Vorresti dirci qualcosa di più di questo rapporto prigione-società? Oui, en fait, pour Foucault, merci vraiment beaucoup. Pour Foucault, c'est fin 18e, début 19e. Donc, on est vraiment dans d'autres formes de société et de régime. Alors que là, il faut prendre en considération les réseaux sociaux, les téléphones quotidiens des prisonniers. Et puis ensuite, il s'agit des prisonniers politiques. Donc, d'une certaine façon, l'activité, les paroles des prisonniers, elles pèsent sur le système carcéral. Et d'une certaine façon, on peut dire qu'il y a une interaction entre ces deux. Il n'y a pas juste un système carcéral qui s'impose aux prisonniers politiques. Il y a aussi le revers. Si vous voulez, il y a plusieurs phases dans la prison. Moi, je ne parle pas de l'arrestation. Là, on ne sait même pas la prisonnière où elle est. Je crois que ça a duré pour Cecilia à peu près 3-4 jours. Ensuite, vous êtes dans l'interrogatoire, donc dans un système très sol. Si maintenant, on parle de la prison, ça, on va garder les prisonnières. Donc, on est entre 20 et 60. Ce sont les prisonnières. Donc, je parle que pour les femmes et pour cette période dans laquelle je suis. Donc, on est entre 20 et 60 personnes. Donc, dans cette période, les prisonnières, d'abord, elles sont pas seules, elles se soudent les coudes, sont solidaires. À certains moments, pas tout le temps, il y a énormément de conflits internes. Mais en même temps, on sait très bien que ces prisonnières qui vont du coup pouvoir imposer l'ordre, un autre ordre, l'ordre des prisonnières, sur l'ordre des geôliers. Oui, on est dans un système qui est pratiquement inversé quand on arrive d'abord, on n'a plus du tout l'habit, on n'est plus du tout la limite de récréation, on peut faire sa cuisine, on peut faire son marché, les uns mangent de crevettes, les autres doivent se contenter de le repas de prison, donc énormément de différences entre les prisonniers, d'âges différents, entre 19 et 60 ans, 80 ans.
et de milieux sociaux très différents aussi, bien sûr. Et le bagage intellectuel, donc les uns sont éduqués, les autres ne le sont pas, et bagage politique, les uns ne veulent que nous demandent que la liberté de mise, ça veut dire de l'habillement, du voile, et les autres demandent le renversement du régime, si vous voulez. C'est vraiment la palette, elle est large entre des gens venus des mondes différents, des milieux différents. Donc, ce qui pose énormément de problèmes. Donc, tous ces problèmes à la fois, ça veut dire le monde des prisonniers, qui vont se retrouver sur un lieu avec les lieux de gym, avec des lectures. C'est ce qu'on n'a pas du tout quand on est dans l'interrogatoire, en fait. On est vraiment limité. Enfin, bien des gens qui sont limités, d'autres peut-être un peu moins. Et donc, cette liberté qu'ils ont, ce champ dans lequel ils se trouvent, donc du coup, finissent par avoir de répercussions aussi sur le système carcéral. Donc, encore une fois, le fait d'être privé de sa liberté, c'est déjà beaucoup. Je suis pas en train de dire, voilà, non, il n'y avait pas de problème. Je reste chercheur, j'ai envie de savoir, dans cette interaction, est-ce qu'il est toujours possible de prendre comme argent comptant le discours de victime sans écouter le discours du geôlier? Ça veut dire, un chercheur, est-ce qu'il peut se passer de lecture ou de discours de son adversaire? Figurez-vous, par exemple, aujourd'hui, on va faire une enquête sur Palestine-Israël. Est-ce qu'il est possible de rester dans un champ et oublier l'autre? Et donc, de faire, bien sûr, une recherche sur l'injustice qui pèse sur les deux sociétés aujourd'hui. Enfin, l'injustice, je veux dire les drames vécus par les deux sociétés. Donc, voilà. Donc, en prison, en fait, Foucault, c'est ça. Foucault, pour moi, c'était d'abord aller plus loin de voir l'interaction entre le prisonnier et sur le système carcéral, et donc aller plus loin dans ce qui est donc cette recherche, la recherche scientifique sur ce milieu pour comprendre un peu la logique qui se met en place, le dialogue. Bon, en chercheur, nous sommes toujours dans le dialogue et pas dans cette exclusion de débat, si vous voulez. Donc, l'opposition vaut plutôt pour une discussion de l'opposition, de renversement. Et le chercheur, il est plutôt dans ce dialogue. On peut sauver 2 personnes. Je crois que le chercheur est toujours très content de sauver 2 personnes. Il ne veut pas sauver une société. Donc, sortir de prison en état, tout en étant intègre et en bonne santé, était déjà une volonté de prisonnier que j'étais moi. Donc, sortir de prison en bon état et pas du tout dans cet état, si vous voulez, dans cette crise qui nous opposait à ce régime. Donc, d'une certaine façon, le prisonnier ne se limite pas à son geôlier, et il fallait éviter de le penser en tant que tel. C'était ma démarche. Ne pas me résumer à cette situation dans laquelle je me trouvais, ça veut dire cette arrestation, et donc de comprendre les raisons qui faisaient que cette situation pouvait perdurer et créer cette ambiance de dialogue et de débat à l'intérieur de prison. Qualche giorno fa hai scritto un bellissimo articolo per il Corriere della Sera, in cui molto limpidamente, come spesso i bravi ricercatori sanno fare, hai spiegato ai tuoi lettori: sono un'antropologa, io osservo le pratiche. E dentro la prigione tu hai saputo osservare le pratiche e attraverso le tue testimonianze le stai restituendo, le stai descrivendo, ci stai permettendo di conoscerle. Ecco, vorrei però adesso parlare delle pratiche che ti hanno impegnata a te durante la tua detenzione. Abbiamo iniziato questo dialogo, abbiamo fatto precedere il dialogo da un breve video nel quale avete ascoltato una poesia che si chiama Il silenzio, che Fariba ha scritto durante la detenzione. Durante la detenzione Fariba ha tradotto delle altre poesie, ne ha scritte varie, ne ha tradotte alcune. Durante la detenzione Fariba ha fatto questi collage con i pezzi di legno che erano gli scarti della lavorazione della falegnameria del carcere di Evin. Che cosa ha significato per te impegnarti così tanto in questi tipi di pratiche? Potremmo parlare di queste pratiche artistiche, ma anche del fatto che hai iniziato a fare la bibliotecaria per le altre detenute, hai iniziato a tenere ordine nella biblioteca. Che cosa ha significato impegnarti in queste pratiche e in particolare nelle pratiche artistiche durante la tua detenzione? Bon, vous êtes gentil de le traiter artistique parce que franchement, je trouve que
oui, je l'appelle ça rente prise de la prisonnière. Ce qu'on fait en prison, ça prend de valeur. Et merci, franchement, c'est pas de l'art, c'était un passe-temps. En fait, il fallait fuir le temps s'alourdit, qu'on ne sait pas ce qui se passe et comment ça va durer. Même une journée, 24 heures, c'est infernal de vivre. Je sais pas pourquoi on a besoin de torture pour dire que c'est infernal de vivre le monde carcéral, quoi. Donc, la poésie, en fait, par ce silence que j'ai exprimé, c'est aussi d'abord dire que j'étais dans mon milieu à moi. Je me suis pas réduite à ce qui m'était arrivé. Je l'ai pris comme une fatalité, comme une malédiction. Voilà. J'essayais de faire, ma vie était plus que cette arrestation et je ne voulais pas le réduire à ça. Donc, dans mon silence, c'est finalement ce qui est très lourd parce qu'on vous parle, mais finalement pas de ce que vous avez envie d'entendre parce que c'est pas la réponse à vos questions non plus. Et tout ce qui vous entoure, c'est le silence parce que voilà, c'est déjà que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Donc de monde échappatoire. Voilà, vous essayez de trouver un sens à votre vie au quotidien et de pouvoir survivre ce moment. Donc c'était ça, mais j'estime que c'était pas la poésie de toute façon. C'était pas de l'art, mais merci encore. Je pense que je dis toujours, il y avait un Fariba avant 2019 et un autre après 2019. Ce que j'ai fait avant 2019, je crois que ça ne méritait pas de discussion vraiment. Et ce que j'ai fait pendant les 4 ans en prison, ça prenait de l'importance, de valeur. Et merci, franchement. Je sais que c'est la rente de la prisonnière. En fait, le fait d'avoir été en prison me donnait cette rente ou cette faveur des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont défendu, qui ont soutenu et défendu la cause de la liberté scientifique. Un grand merci de toute façon. E grazie per questa testimonianza che per me è molto importante perché mi fa vedere come sia in prigione sia dopo il tuo ritorno a casa tu continui a ricordarci una cosa: non dobbiamo limitarci, non vogliamo limitarci al ruolo che la società ci vuole conferire. In prigione hai fatto di tutto per non diventare la vittima. Tu hai fatto ricerca. Prima che arrivassimo mi dicevi non volevo ridurmi a diventare la vittima che il regime voleva che diventassi. E quindi ho fatto ricerca, e quindi ho fatto i collage, e quindi ho fatto le poesie, e quindi ho fatto la bibliotecaria. E uscendo dal carcere tu trovi una stessa situazione. Tu scrivi un libro che disorienta spesso chi cerca un'altra verità perché non ti vuoi limitare a rispondere al ruolo che ti si vuole conferire, al ruolo di quella che c'è stata dentro e che può raccontare quanto è opprimente l'oppressione. Come a dire, ma davvero credete che non basta una condanna a 4 anni e mezzo senza ragioni evidenti, né fondate, né mai esplicitate, per rendere tremenda la cosa che ho vissuto? Davvero dovrei raccontarvi che non si mangiava bene, che non potevo comunicare con l'esterno, che non potevo dormire? Davvero dovrei non raccontarvi che c'era la sala per fare sport, che le detenute potevano avere del cibo fresco, che si aiutavano, che cucinavano insieme, che guardavano le serie TV? Davvero dovrei non raccontarvi questo? E questo ci rimanda, a mio vedere, concluderei su questo prima di dare la parola alla sala, chi vorrà eventualmente fare una domanda a Fariba, ci riporta all'importanza del ruolo, direi, dell'intellettuale più ancora del ricercatore nella società. L'intellettuale chi è? È qualcuno che si deve schierare per cambiare il regime, o è qualcuno che si deve impegnare per costruire la conoscenza necessaria per cambiare logica? È qualcuno che ci deve dare le risposte che attendiamo, le risposte delle domande che girano senza avere voce in capitolo su quali domande ci si debba fare? O è qualcuno che ci deve permettere di acquisire la conoscenza sufficiente per poter formulare nuove questioni? Cambiare logica è il ruolo dell'intellettuale, aiutare una società a cambiare logica, a costruire una logica diversa in un momento di oppressione, in un momento di limitazione della propria libertà, per quanto questa possa essere un'operazione che dà fastidio.
e che non dà soltanto fastidio all'autorità, ma che può dare fastidio anche a chi per mestiere fa politica, che ha scelto un'altra strada per portare avanti la sua lotta. E di questo ti ringraziamo tantissimo, Fariba, ti ringraziamo per averlo condiviso con noi. E abbiamo credo qualche minuto a disposizione per raccogliere delle domande se vorrete, se ce ne sono. Je vais juste ajouter un mot. C'est quand je dis ne pas me réduire à ce que le régime voulait faire de moi, mais ne pas non plus me réduire à ce que la société va faire de moi. Parce que moi, je suis sortie de prison, j'étais considérée comme une prisonnière politique. En fait, on attendait de moi un rôle, on attendait de moi un discours, et ben, je voulais pas me réduire à satisfaire mon interlocuteur d'une certaine façon. Parce que, disons, je restais chercheur. Je voulais livrer mon analyse de cette situation dans laquelle j'étais. D'une certaine façon, je voulais pas donner raison non plus à mes interlocuteurs d'entendre et de se résumer à entendre c'est ce qu'ils voulaient entendre de ce monde carcéral. Ça veut dire, voilà, moi j'étais en prison. Donc, la prison, ça veut dire on n'est pas chez la tata, on n'est pas invité, donc il n'était pas question d'être bien nourri, traité bien. La prison, c'est la prison, son nom est avec, donc privé de tout. Et en même temps, c'est ne pas me réduire à répondre, à donner le discours que les gens attendaient de moi. Ça veut dire un discours dans cette dualité dont parlait tout à l'heure Irénée. Donc, je veux pas faire de prisonniers des saints. Ils ont sans doute raison de faire de défense qu'ils en ont envie, ça c'est sûr. Mais si on est tous d'accord qu'un régime est à renverser parce qu'il est injuste, on est quand même en droit de demander le régime qui veut le remplacer, le substituer, donc à quoi il ressemble. Donc c'est ce droit de pouvoir interroger à la fois le régime et son adversaire, à la fois le victime et son oppresseur. C'est cette interrogation tout à fait légitime qui est finalement, ça relève du monde de la recherche, enfin, c'est l'exigence de mon métier, en fait. Je ne suis pas seulement pour les structures représentatives, donc, quand on parle de la démocratie, mais beaucoup plus de participative. Et en fait, je tiens à pouvoir donner vie à cette participation constante de dialogue, d'interaction constante entre à la fois le monde de pouvoir et cette société. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ne parlez pas tous ensemble. Una domanda. Buonasera. Buonasera. Considerando le differenze inimmaginabili tra una realtà come Ville o il sistema carcerario italiano, dove ci sono testimonianze di situazioni difficilissime, di violenze, di tragedie che colpiscono principalmente, purtroppo, le donne, ma anche gli uomini, eccetera, io parto da una mia esperienza. Io sono anni che lavoro nelle carceri, come docente, cercando di recuperare proprio nel bisogno di crescere, di rieducarsi, soggetti che hanno fatto azioni illegali. Io credo che la realtà di un detenuto, parlo della mia esperienza in Italia, le condizioni peggiori siano la privazione del tempo, la privazione dello spazio, la mancanza di relazioni. Io vedo, quando ho lezione con questi detenuti, non dico la felicità, la gioia, ma il sollievo di percorrere corridoi lunghissimi nelle carceri Lorusso qui a Torino, sapendo solo di poter incontrare una persona che viene da fuori, che permette loro di non pensare per 1 ora, 2 ore, alla loro condizione individuale. Io lavoro anche con soggetti che sono collaboratori di giustizia, 41 bis, eccetera, non solo la popolazione giovanile, in maggioranza immigrati,
in attesa di giudizio, che passano mesi dentro le carceri. Quindi io credo che per la società esterna l'idea di poter rieducare, di poter recuperare, tra virgolette, soggetti simili, dovrebbe passare necessariamente nella consapevolezza da parte della società, di noi persone esterne, di dare un valore proprio a questi soggetti. Perché il problema della mancanza di relazioni, voi immaginate cosa può essere? Io l'anno scorso lavoravo nel settore femminile, quest'anno lavoro nel settore maschile. Il problema della privazione della sessualità, non tanto e non solo come incontri sessuali, ma poter coltivare le relazioni affettive con mogli, figli e così via, credo che sia il dato più negativo, più atroce per una persona che viva in carcere, al di là dell'azione che ha commesso, che può essere di diversa natura. Penso che il problema di carceri come Ville siano tragedie per l'umanità, ma anche nel piccolo, situazioni difficili in un piccolo carcere come qui a Torino, sono problemi di una gravità notevole. Grazie. Parfaitement. En fait, être privé, ne pas se rendre compte du temps qui passe, ne pas se rendre compte des lieux sur lesquels on est. Véritablement, encore une fois, comme je dis, c'est la prison. Être privé de liberté est déjà énorme. Ça veut dire de vos liens affectifs, de vos amis. Là, quand Cecilia a été pendant 1 mois, je crois qu'on attendait qu'on avait entendu qu'elle était arrêtée depuis 1 mois. Pour nous, c'est 1 mois, mais pour elle, c'est 24 heures. C'est le matin, vous vous levez, vous ne savez même pas quand est-ce que ça prend fin, parce que connaître que c'est 1 mois, ça peut se faire, mais ne pas savoir combien de jours il vous reste vivre ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, c'est évidemment en soi, c'est le monde carcéral. Donc, indépendamment du lieu où il est pesé, il est situé, c'est le monde carcéral qui est très injuste. Oui. Grazie. Il programma di Biennale è molto fitto e vedo alcuni di voi che probabilmente hanno altri impegni. C'è una domanda dalla sala? Buonasera. Dopo 4 anni che è passata in prigione, il suo bilancio di cosa ha perso, cosa ha guadagnato? Si, je l'ai entendu, pardonnez-moi, je pense qu'Irénée a pensé qu'on était coupé. Non, c'était très bien, parfait. Et, le bilan de 4 ans et demi privé écoutez, encore une fois, j'étais arrêtée, j'étais dans la main du pouvoir, donc je n'avais pas les moyens d'agir, mais c'est énorme, c'était très difficile. Je n'avais qu'une seule hâte, c'est retrouver mon métier. Encore une fois, je dis métier parce que franchement, ça faisait 40 ans de vie dans ce métier. Et puis tous mes liens affectifs que j'avais construits de mes propres mains. Ma maison, il n'y avait pas un moment où on n'y pensait pas. Et puis ces relations avec lesquelles vous êtes obligés de vous adapter. Vos amitiés sont imposées parce que c'est la prison. C'est vos besoins de moment qui font. Et ces changements-là, je me rendais bien compte que je devenais quelqu'un d'autre parce que c'était les nécessités du moment. Si je fais un bilan, je crois que je ne l'ai pas encore fait parce que ce que j'ai écrit, c'était juste pour dire aux gens comment se passait à l'intérieur de prison, quelle était notre vie, essayer de mettre quelques images. Encore une fois, le paysage peut être très complexe. Moi, j'ai jeté quelques lumières sur des moments de cohabitation, des moments de vie au quotidien, des difficultés que nous avions, sans plus. Mais là, je crois que c'est le seul travail qui reste, de faire le bilan de cette situation. C'est peut-être ce grand amertume que je reste sans réponse sur les raisons pour lesquelles ça m'est arrivé. Et le plus grand encore, c'est que finalement, ma situation à moi n'est pas propre ma situation personnelle. C'est que ça met en cause, en danger, ça a mis en cause et en danger les liens et les échanges avec l'Iran, le monde académique.
Aujourd'hui, un étudiant qui vient présenter un sujet sur l'Iran, on va lui dire non, arrête, il y a déjà un cas, on en a déjà assez, si vous voulez. Ça, c'est les pures, je dirais, les pires choses que je suis en train de vivre et j'ai envie de mettre fin. Si je dis que c'est mon combat, c'est pas personnellement. Moi, j'étais arrêtée à la fin de ma carrière. J'avais 60 ans, j'avais pas 19 ans, j'avais pas 20 ans comme la grande majorité des gens qui sont en prison. Donc, j'avais fait ma vie. Donc, c'était, d'une certaine façon, encore une fois, il y a rien véritablement pour moi. Mais là, je pense qu'est-ce que serait l'Iran sans ces échanges entre chercheurs, sans échanges universitaires? Qu'est-ce que serait le monde de la recherche sans avoir des Henri Corbin, Henri Massé, sans avoir tout ce monde culturel de différentes ambassades qui font bouger. C'est des fenêtres d'opportunité entre l'Iran et l'Occident. Donc voilà, pour moi, voilà. Si je fais un récit, c'est l'amertume de ce moment. Et j'aimerais pouvoir mettre effectivement fin à ça. J'aimerais pouvoir trouver une solution, pas mettre fin, trouver des solutions qui nous permettraient d'avancer sur cette voie et d'arrêter cette peur ou ces menaces qui pèsent sur ces échanges universitaires. Merci. Grazie a tutte, grazie a tutti, grazie soprattutto a Fariba di essere tornata a Torino. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.